Pendant longtemps, on a considéré le temps et l'espace comme une immense grille fixe, identique pour tous dans l'univers. C'est la vision de la physique de Galilée et Newton. Selon cette idée, mesurer la distance entre deux points ou la durée entre deux événements donne le même résultat, quel que soit le mouvement de l'observateur. Cette conception fonctionne bien à notre échelle quotidienne. Einstein a identifié un problème majeur avec cette vision simple. Les expériences montraient que la vitesse de la lumière est toujours la même, quel que soit le mouvement de l'observateur. Par exemple, dans un train très rapide, la lumière d'une lampe de poche se déplace à la même vitesse pour quelqu'un dans le train ou pour un observateur immobile au sol. Cela contredit les règles classiques de Galilée où les vitesses s'additionnent simplement. Pour résoudre ce paradoxe, Einstein a modifié les règles de transformation entre référentiels en mouvement, remplaçant les transformations de Galilée par celles de Lorentz. Le principe fondamental reste. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels en mouvement rectiligne, uniforme, comme un train roulant sans accélération ni virage. La relativité restreinte s'applique aux situations où la gravitation est négligeable. Dès que la gravitation ou les accélérations entrent en jeu, il faut alors recourir à la relativité générale. Toutefois, pour les situations sans gravitation ni accélération, ce sont ces nouvelles règles de la relativité restreinte qui s'appliquent et leurs implications entraînent des conséquences étonnantes. On peut retenir 5 grandes conséquences de la relativité restreinte qui bouleversent notre compréhension classique de l'espace, du temps, de la lumière et de l'énergie. Première conséquence, l'invariance de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cela signifie que l'espace et le temps s'ajustent pour préserver cette constance, ce qui conduit à la dilatation du temps et à la contraction des longueurs. Par exemple, si on lance un ballon dans un train en marche, la vitesse du ballon s'ajoute à celle du train. Mais pour la lumière, sa vitesse reste toujours la même, peu importe l'observateur. La lumière ne se comporte donc pas comme un objet classique, par exemple comme une voiture ou une balle. Elle obéit à des lois différentes de celles de Newton, elle obéit aux lois de la relativité restreinte. Ainsi, le temps ralentit lorsqu'on se déplace très vite et les distances raccourcissent dans la direction du mouvement. Ces effets, appelés dilatation du temps et contraction des longueurs, compensent toujours la vitesse de l'observateur pour que la lumière semble aller à la même vitesse dans tous les cas. Deuxième conséquence, l'espace-temps et la relativité des événements. L'espace et le temps ne sont plus des entités séparées, mais forment un tout appelé espace-temps. Selon le référentiel, un même événement peut être perçu différemment. Ce qui représente une distance pour l'un peut être une durée pour l'autre. L'observateur A dans le wagon lance une balle verticalement. Dans son référentiel, la balle tombe normalement en ligne droite et met le temps habituel pour parcourir la hauteur du wagon. Il ne perçoit pas de contraction du wagon. Pour lui, le wagon garde sa taille normale et la balle fait le chemin le plus court, verticalement. Pour l'observateur B sur le quai, celui-ci voit le wagon passer à grande vitesse et la balle, lancée verticalement, suit en réalité une trajectoire oblique, une sorte de parabole, car elle avance aussi horizontalement avec le wagon. Pour B, la balle parcourt une distance plus longue, la diagonale formée par le mouvement du wagon et la chute de la balle, donc elle met plus de temps à atteindre le sol. Ce ralentissement du temps est bien ce qu'il observe. B voit le wagon contracter dans le sens de la marche à cause de la contraction des longueurs prédite par la relativité restreinte. Pour lui, le wagon paraît plus court que pour l'observateur à l'intérieur.
Ces effets de dilatation du temps et de contraction des longueurs sont nécessaires pour que la vitesse de la lumière reste la même dans tous les référentiels, conformément au principe fondamental de la relativité restreinte. Mais pourquoi le temps ralentit quand on va très vite ? Imaginons une expérience de pensée. Un personnage A est immobile à l'intérieur d'un vaisseau spatial lancé à une vitesse proche de celle de la lumière. Dans ce vaisseau, une horloge spéciale envoie un rayon lumineux qui rebondit entre le sol et le plafond. Chaque tic-tac correspond à un aller-retour de la lumière. Pour le personnage A, la lumière monte et descend verticalement, parcourant un chemin court. L'horloge bat donc rapidement. Du point de vue d'un observateur extérieur qui voit passer le vaisseau à grande vitesse, la situation est différente. La lumière ne fait plus un simple aller-retour vertical. Comme le vaisseau avance, le rayon lumineux suit une trajectoire en diagonale, un peu comme une balle qui rebondit dans un train en mouvement. Le trajet parcouru par la lumière est donc plus long pour cet observateur extérieur. Or, selon la théorie de la relativité, la vitesse de la lumière reste la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement relatif. Pour que la lumière puisse parcourir un chemin plus long sans changer de vitesse, il faut donc que le temps s'écoule plus lentement à l'intérieur du vaisseau. Ainsi, pour l'observateur extérieur, il faut plus de temps pour qu'un tic-tac de l'horloge se produise. Autrement dit, le temps ralenti à bord du vaisseau qui se déplace très vite, c'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Pourquoi les distances raccourcissent-elles quand on va très vite ? Imaginons qu'un cosmonaute voyage dans un vaisseau ultra rapide, proche de la vitesse de la lumière, en direction d'une étoile située à 4 années-lumière de la Terre. Pour un observateur resté sur Terre, la distance jusqu'à l'étoile est bien de 4 années-lumière. Mais pour le cosmonaute, cette distance paraît plus courte. Pourquoi ? On a vu que le temps ralentit pour le cosmonaute à l'intérieur du vaisseau lancé à grande vitesse. Pour que les lois de la physique restent cohérentes, et en particulier pour que la vitesse de la lumière soit la même dans tous les référentiels, l'espace aussi doit s'adapter. Il se contracte dans la direction du mouvement. Ainsi, pour le cosmonaute, la distance entre la Terre et l'étoile semble réduite. Cela s'explique par le fait que, dans son référentiel à lui, c'est la Terre et l'étoile qui se déplacent rapidement, donc la distance parcourue lui semble plus courte à cause de la contraction des longueurs. Ainsi, chacun voit l'objet qui est en mouvement par rapport à lui contracté dans la direction du déplacement. Plus la vitesse augmente, plus cette distance paraît courte. Ce phénomène s'appelle la contraction des longueurs ou contraction de Lorentz. La contraction des longueurs n'est perceptible qu'à des vitesses très proches de celles de la lumière. Troisième conséquence, l'équivalence masse-énergie. La masse et l'énergie sont deux aspects d'une même réalité. Un objet peut se transformer en énergie et inversement, selon la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Par exemple, dans les accélérateurs de particules, des particules sont propulsées à des vitesses extrêmement élevées afin d'entrer en collision. Lors de ces collisions à très haute énergie, l'énergie libérée peut donner naissance à de nouvelles particules sans que les particules d'origine soient nécessairement complètement détruites. Ce phénomène illustre concrètement que l'énergie peut se transformer en masse conformément aux prédictions de la relativité restreinte. Quatrième conséquence, les conséquences visuelles et optiques à grande vitesse. À des vitesses proches de celles de la lumière, des effets spectaculaires apparaissent. Premièrement, les angles ne sont pas conservés. Lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre en mouvement relatif, par exemple un observateur immobile
et un observateur dans un train très rapide, les transformations de Lorentz modifient la façon dont on mesure les distances et les durées. Ces transformations déforment la géométrie perçue de l'espace-temps. Un objet qui a une forme carrée dans un référentiel peut apparaître comme un losange dans un autre référentiel en mouvement. Cela signifie que les angles ne sont pas conservés lors d'un changement de référentiel en mouvement relatif, contrairement à ce qui se passe en géométrie classique. Deuxièmement, l'aberration de la lumière. La lumière des étoiles semble venir de l'avant, comme la pluie qui paraît tomber en biais pour un automobiliste en mouvement. Imaginons une personne marchant sous la pluie. Si elle reste immobile, la pluie tombe droit sur sa tête. Mais dès qu'elle se met à courir, elle a l'impression que la pluie vient de l'avant, même si en réalité, elle tombe toujours verticalement. Plus la vitesse augmente, plus la pluie semble provenir de l'avant. En avançant, la personne rencontre non seulement les gouttes qui tombent d'en haut, mais aussi celles qui semblent arriver de face en raison de sa propre vitesse. Pour la lumière, un phénomène similaire se produit. Lorsqu'une fusée se déplace à très grande vitesse, la lumière des étoiles environnantes paraît venir de plus en plus de l'avant de la fusée, alors qu'en réalité, elle arrive de toutes les directions. Ce phénomène est appelé aberration de la lumière. Troisièmement, l'effet Doppler-Fizeau relativiste. Devant le vaisseau, la lumière est décalée vers le bleu, on appelle ça le blue shift. Et derrière le vaisseau, la lumière est décalée vers le rouge, pouvant même sortir du spectre visible à grande vitesse. Cet effet s'appelle le redshift, en raison de l'effet Doppler appliqué à la lumière. Lorsque le vaisseau se rapproche d'une source lumineuse, les ondes lumineuses à l'avant sont compressées, ce qui diminue leur longueur d'onde. Elles deviennent plus courtes, ce qui correspond à des couleurs allant vers le bleu, voire l'ultraviolet si la vitesse est très élevée. À l'inverse, à l'arrière, la lumière est étirée. Sa longueur d'onde augmente, ce qui la décale vers le rouge. Si la vitesse du vaisseau est suffisamment grande, ce décalage peut être si important que la lumière visible disparaît, laissant le ciel noir à l'arrière, car elle passe dans l'infrarouge ou au-delà. À faible vitesse, on retrouve l'effet Doppler classique. La fréquence reçue varie légèrement selon que la source et le récepteur se rapprochent ou s'éloignent, comme pour le son d'une ambulance dont la tonalité change en passant. Si une personne lance des balles à intervalles réguliers, la fréquence de lancement reste la même. Mais si quelqu'un avance vers elle, il reçoit les balles plus fréquemment, car chaque balle suivante a moins de distance à parcourir. Cela réduit le temps entre deux impacts et la fréquence de réception augmente. Quatrièmement, la concentration de la lumière dans un cône avant, appelé photon beaming. À des vitesses proches de celles de la lumière des étoiles situées autour et derrière le vaisseau est concentrée dans un cône très étroit devant lui. Ce phénomène, appelé photon beaming, rend le ciel extrêmement lumineux à l'avant du vaisseau et très sombre à l'arrière. L'analogie avec la pluie peut aider à comprendre la déviation de la lumière, mais ici, la concentration est bien plus spectaculaire. Toute la lumière semble provenir d'une toute petite zone devant le vaisseau, un effet propre à la relativité restreinte. Cinquième conséquence, la simultanéité n'existe plus. Deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne le sont pas forcément pour un autre qui se déplace par rapport à lui. Cependant, ces effets ne deviennent perceptibles que lorsque les vitesses approchent celles de la lumière. Ce phénomène, appelé relativité de la simultanéité, découle directement des transformations de Lorentz et du fait que le temps n'est plus absolu, mais dépend du mouvement de chaque observateur. Deux éclairs frappent simultanément les deux extrémités du train, exactement au même moment selon un observateur qui se tient sur le quai.
Pour lui, les deux éclairs sont donc simultanés. Mais pour un passager assis au centre du train, roulant à une vitesse proche de celle de la lumière, ce n'est plus le cas. Comme le train avance vers l'un des éclairs et s'éloigne de l'autre, il recevra la lumière de l'éclair vers lequel il se dirige avant celle de l'autre, même si les deux ont frappé en même temps selon l'observateur du quai. Pour le passager du train, les deux éclairs ne sont donc pas simultanés. À des vitesses ordinaires, comme celles des trains ou des voitures, la différence de perception de la simultanéité est tellement minime qu'elle est indétectable dans la vie courante. Conclusion, c'est grâce à la relativité restreinte qu'Einstein a pu élaborer sa théorie révolutionnaire de la relativité générale. Ce sujet sera abordé plus en détail dans une prochaine vidéo.